les élections législatives, les organiser, c'est en soi une bonne chose. Il était temps de les organiser. Mais est-ce qu'il faut aller organiser ces élections simplement pour cocher une case? Quel est le pouvoir réel qui sera donné à ces députés qui seront là, avec la Constitution dont je viens de vous parler? Quels sont les préalables nécessaires à la tenue d'une vraie élection législative, démocratique, crédible? Ça, c'est la question aussi fondamentale. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ces députés qui en sortiront, quel sera leur rôle? Quels sont les pouvoirs réels qu'ils peuvent avoir? S'il s'agit juste d'aller cocher une case, d'aller à ce que j'appelle par boutade une élection à main armée, où les résultats sont déjà définis d'avance, alors est-ce que ça sert? Donc au-delà du chronogramme, au-delà des choses, en tout cas des préalables qui touchent au code électoral, à l'actualisation des listes électorales, au découpage même administratif, qui vient chambouler tout et qu'on n'a même pas encore instauré. Au-delà de tout cela, eh bien, c'est le contenu. Quels sont les préalables? Et cette constitution qui vient d'être créée, plus les ordonnances qui vont avec, qui sont des ordonnances, je pense qu'on pourra avoir l'occasion de revenir là-dessus, qui ne permettent pas d'avoir de la bouffée d'oxygène démocratique dans notre pays. Est-ce qu'avec tout cet arsenal, ça vaut-il la peine d'aller comme ça aux élections? Ou bien, il y a des préalables qui sont indispensables. Et je veux m'arrêter sur 3 choses, rapidement, pour illustrer ce que j'appelle l'urgence de libérer l'espace démocratique dans notre pays. Ceci est valable pour une vie démocratique normale, et ceci doit être un préalable à l'organisation des échéances électorales. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où, premièrement, c'est 3 points que je voudrais faire. Les manifestations pacifiques sont interdites. Donnez-moi un seul exemple d'un pays vraiment démocratique dans notre monde où on interdit les manifestations pacifiques. Dans notre pays, et ceci n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on a mis même dans les lois que si vous êtes une association ou un parti politique qui veut manifester pour soutenir l'action du gouvernement, l'action du pouvoir en place, alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de demander une permission. C'est spontané. Et l'argument sécuritaire qu'on oppose aux autres disparaît. Mais dès que l'objet de votre manifestation, tenez, si demain je demandais aux gens de m'autoriser à organiser une marche de la transformation du Tchad ou un meeting de transformation du pays, est-ce que ce sera autorisé? C'est une vraie question. Toutes les manifestations issues des opinions qui sont contraires au pouvoir sont systématiquement interdites au motif qu'il y aurait trouble à l'ordre public, au motif qu'il y aurait un risque sécuritaire. Même si vous demandez une manifestation encadrée pacifiquement, et on doit encadrer les manifestations. Et les manifestants ne doivent pas casser les biens publics et tout. Et nous autres responsables, nous demandons que cela soit fait, que les manifestations soient encadrées, que les itinéraires soient communiqués, que les services de sécurité viennent accompagner ceux qui manifestent, mais interdire les manifestations. Alors, quand on interdit les manifestations pacifiques, est-ce qu'on donne de la bouffée d'oxygène aux meetings, aux rencontres, à tout ce qui peut permettre aux gens d'exprimer leur voix démocratique? Donc ça, par exemple, il faut lever cette interdiction automatiquement. Et il faut l'enlever donc dans les ordonnances, et les différentes ordonnances qui ont en tout cas installé cette inégalité-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'accès aux médias publics. Mes chers amis, nous avons le grand plaisir d'être ici avec vous. Et vous invitez aussi, et je vous demandais tout à l'heure en off, que vous invitez aussi les gens de la majorité présidentielle, les géniteurs même de la 4e République, vous les invitez. Et c'est bien comme ça. Vous êtes un média privé. Mais les médias publics de notre pays, qui sont payés par tous les contribuables tchadiens, c'est l'argent de notre pays, de tous les Tchadiens, opposants ou non opposants, société civile ou parti au pouvoir, ceux de la diaspora ou ceux de l'intérieur, ceux des villes ou des milieux ruraux, c'est leur argent qui permet de payer les journalistes de la télévision nationale, de la radio nationale, des journaux nationaux. Mais qu'on interdise, je vous le dis, l'accès à ces médias-là à des gens qui ont une opinion contraire. Quel drôle d'idée de la démocratie. Et donc, du coup, dans ces médias, vous n'avez que des choses qui touchent au président de la République,
à la fondation de la Première Dame. Vous m'avez rappelé que je suis rentré depuis des années, mais je suis la télévision nationale, par devoir, parce que je veux voir ce qui se passe là-bas. Mais ce n'est que ceci que vous voyez. Et dire cela, aucune animosité face à la Première Dame, face au président actuel, mais c'est de dire, est-il normal que les télévisions publiques, nous sommes un régime qui se dit démocratique, c'est la première déclaration que le président actuel a faite en venant. Quelle est la différence entre la télévision nationale tchadienne d'aujourd'hui et la télévision de propagande de Hissène Habré? Je n'en vois pas. Je me dois un devoir de vérité à nos compatriotes pour leur dire, et ceci n'est pas normal. Changeons cela, qu'on organise des débats. Docteur, est-ce que vous avez essayé donc de faire passer une communication? Mais bien sûr, à la télé Tchad, mais bien sûr, l'ironie de l'histoire, une fois on m'a dit, si tu veux être invité du journal là-bas, comme ça se fait un peu ailleurs, parce qu'on me reproche de passer dans les médias internationaux, je dis, mais vous ne m'invitez pas. Il y a encore 4 jours, je suis allé voir le directeur de la télévision nationale pour me plaindre et lui dire que ceci n'est pas normal. Et je ne viens pas plaider ma propre cause. Je viens plaider la cause de tous les Tchadiens qui sont en droit d'avoir un débat contradictoire. Qu'on nous invite et qu'on vienne débattre. Par exemple, les géniteurs de la 4e République, peuvent-ils venir nous dire là-bas, à la télévision nationale, qu'ils viennent et que les autres viennent et que nous débattions sur pourquoi, par exemple, ils ont interdit aux jeunes de moins de 45 ans d'être candidats à la présidence de la République. Qu'on nous donne, par exemple, les raisons de cela. Ça peut faire l'objet d'un débat. Et puis j'avais suivi un des communiqués ici, une des communications ici sur votre chaîne, où quelqu'un disait que en 5 mois de grève, eh bien, cela n'a jamais été évoqué même au niveau de la télévision nationale. Et on n'a pas donné la voix contraire à des gens de venir s'exprimer. Donc, j'en appelle à changer cela. Un pays a besoin du débat contradictoire. Et c'est à la télévision nationale aussi, c'est une manière d'éduquer aussi les populations, pour qu'on se comprenne que les Tchadiens sont des gens matures. Ils peuvent savoir si je suis en train de dire n'importe quoi ou bien mon contradicteur en face est en train de dire n'importe quoi. Et ils se feront leur propre opinion. Mais on choisit la nourriture qu'on veut servir aux Tchadiens. C'est-à-dire on leur dit qu'il y a certaines opinions, fussent-elles des opinions vraies, on préfère ne pas les faire savoir aux Tchadiens dans leur propre télévision nationale et tout. Donc ça, par exemple, l'accès aux médias publics, c'est le deuxième point. Après la libération de l'espace démocratique pour les manifestations publiques, je parle de l'accès aux médias publics. Ceci doit changer. La télé, la radio, les journaux doivent pouvoir être capables d'inviter un membre du gouvernement et le lendemain inviter quelqu'un de l'opposition, inviter quelqu'un de la société civile et diversifier les opinions. Et troisième point qui me semble fondamental, c'est l'accès à Internet. Internet. Nous avons 5% d'accès à Internet. Et nous sommes un pays où on censure l'accès aux médias, aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et les autres. Donc vous êtes comme en roaming dans votre propre pays. Non seulement le coût est très élevé, mais on censure cela. Et on dit... Alors, permettez que je revienne encore sur les médias. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à la conquête du pouvoir. Et supposons que demain, vous prenez le pouvoir. Comment est-ce que vous allez gérer donc les médias publics? Il faut, vous voyez, il faut de l'indépendance. Il faut de l'indépendance. On a une autorité qui est créée, qui existe. Il faut donner à ces autorités de l'indépendance. Ils sont capables de compter le temps de parole, le temps accordé à tout ce qui relève du pouvoir et d'associer au pouvoir. C'est-à-dire, pour être concret, ce qui est une activité couverte pour la Première Dame et couverte pour le président de la République, tout ça c'est la même activité. Vous voyez? Et donc on est capable de compter cela et de dire quel est le temps de parole qu'on accorde aussi réciproquement à d'autres opinions et leur donner l'indépendance. L'indépendance pour pouvoir faire cela. Mais les gens n'ont pas cette indépendance aujourd'hui. Donc, il faut que chaque institution, c'est pour cela qu'on parle d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Parce qu'ici, nous sommes un pays où on habitue même à nommer des gens oralement. Si on peut nommer des gens oralement ou les démettre de leurs fonctions oralement, vous voyez bien que les gens qui sont nommés n'ont même pas le pouvoir. Et donc, je ne vous fais pas dire nombre de journalistes, des médias publics, qui me disent qu'ils voudraient bien m'inviter pour venir débattre ou inviter d'autres pour venir débattre, mais tout de suite, ils font l'objet de censure. Donc, ça veut dire quoi? La manière de gérer, ça doit être une manière qui donne la possibilité à des gens à la tête de ces institutions d'être réellement indépendants. Et puis, un dirigeant qui a le sens du service, n'a pas peur d'entendre une opinion contraire. Quelqu'un qui est sûr de ses idées,
de ce qu'il propose, n'a pas peur de les confronter à d'autres idées alternatives. Et s'il se trompe, il doit avoir l'humilité de se dire sur tel aspect, je me suis trompé, et donc de prendre l'opinion de la personne en face de moi, même s'il n'est pas de mon camp, ce qu'il est en train de dire, s'il est censé et s'il peut contribuer à la transformation de mon pays, alors je prends cette idée-là. C'est cela qui doit animer, c'est ce que j'appelle aussi le leadership serviteur. Donc pour la gestion des médias, mais pour la gestion du pays dans sa globalité, nous avons besoin dans ce pays, pas des gens qui veulent se faire salmodier, qui veulent se faire applaudir à tout va. Parce que même ceci est devenu même un jeu où tout ce que les gens disent même en public, ministres, dirigeants des médias et compagnie, ce qu'ils disent en privé est complètement contraire. Donc, c'est cela qui doit être aussi un changement de pratique. Et je voulais quand même finir mon propos sur Internet. Ouais. Pour illustrer pourquoi c'est une aberration énorme. Et je lance ici un appel pour que cela cesse immédiatement. Si on peut lever la censure sur les réseaux sociaux, ça n'a pas besoin d'attendre que nous continuions à parler sur les médias internationaux, que nous faisions des appels ici et là pour que ça change. Parce que ceux qui nous suivent, qui dirigent encore ce pays, j'ai une révélation à leur faire, qu'ils savent peut-être déjà. Internet, les gens se disent que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour payer les fonctionnaires. Alors je leur dis, en économie, les rapports ont montré que si dans notre pays nous augmentons par exemple de 10% l'accès à Internet, ça peut vouloir dire une augmentation de notre richesse nationale de 1,3%. Concrètement, pour les Tchadiens, qu'est-ce que ça veut dire? Nous faisons à peu près 5 000 milliards de création de richesse par an. Ça veut dire, c'est augmenter de 70 milliards de francs CFA en augmentant seulement l'accès à Internet de 10%. Et si nous augmentons donc de 50% l'accès à Internet, en faisant toutes les autres choses de la même manière, eh bien nous augmentons à peu près de 350 milliards la richesse additionnelle pour le Tchad. 350 milliards, Hamid, c'est à peu près ce dont nous avons besoin pour payer nos fonctionnaires. Rien qu'à travers Internet. 350 milliards, si vous voulez construire les écoles de 100 millions, ça va faire quoi? 350 000 écoles. Vous imaginez ce que ça va vouloir dire? À ce moment-là, j'ai vu sur votre plateau hier des enfants assis à même le sol, 130, 140 par classe, ici à N'Djamena, dans les écoles, dans la boue. Eh bien, avec Internet, nous pouvons répondre à ces défis-là. Et nous n'aurons pas besoin d'aller emprunter de l'argent, comme c'était le cas à la fin de cette année, pour payer les salaires des fonctionnaires. Donc, je donne cet exemple-là pour dire, et puis, et si vous avez 350 milliards de francs CFA dans vos mains, mais si vous devez construire des puits, les puits là, pour donner de l'eau potable, minimum potable aux gens, un puits de 350 000, vous voyez ce qu'on peut faire avec 350 milliards. Mais ça fait, c'est 1 million de puits qu'on va faire. Vous imaginez le Tchad inondé de 1 million de puits, ce que ça va donner. Donc c'est du concret dont je suis en train de parler. L'économie du monde qui vient, c'est l'économie numérique. Et nous ne pouvons pas vouloir devenir un hub, vouloir créer même en tout cas des technologies de l'information et de communication, comme j'en ai entendu parler, et rester dans un pays qui a 5% d'accès à Internet et qui interdit aux gens d'avoir accès à Internet parce que probablement les réseaux sociaux peuvent ouvrir en tout cas la vision des gens et les ouvrir au monde. Donc on veut les enfermer et donc on les laisse un peu dans l'obscurité. Ces jeunes à qui on demande d'oser, mais ils créent leurs entreprises en vendant les produits sur Internet. Et si nous avions Internet haut débit, eh bien, vous voyez qu'à partir de N'Djamena, on peut donner des cours à des gens qui sont à SAR. Et inversement, à partir de l'étranger, on peut faire intervenir un professeur de chirurgie, peut-être pour opérer directement quelqu'un qui se trouve à N'Djamena sans avoir besoin de faire des évacuations sanitaires. On peut avoir des bibliothèques virtuelles, se connecter aux ressources technologiques, en tout cas des bibliothèques à travers le monde. On peut être capable de livrer du sang d'ici à Faya-Largeau pour sauver les gens qui en ont besoin là-bas. Parce qu'on peut utiliser tout cela. On peut rester à Faya-Largeau, à Maïbokoum, ou je ne sais plus, à Abéché, et être capable de se connecter, de créer une entreprise à partir de là-bas directement à travers un système interconnecté. On est capable de mieux contrôler notre système judiciaire. Donc, vous voyez les bienfaits de l'économie numérique. C'est l'économie du monde qui vient.
Et donc, ça aussi, ça fait partie des choses que nous devons changer. Donc, je suis allé sur ce point-là pour dire quoi? Ces 3 éléments fondamentaux de libération de l'espace démocratique, d'accès aux médias publics, d'accès à Internet et les réseaux sociaux. Ces genres de choses même ne sont pas encore libérés dans notre pays. Et ensuite, la constitution de notre pays. Nous sommes en train de parler de l'élection, hein, donc je reviens là-dessus, pour dire sincèrement de ces préalables même en amont, si nous ne les résolvons pas. Et cette constitution qui élimine une bonne partie de la population, de la participation à la gestion de la chose publique, qui a des bébés qui s'appellent les ordonnances. Ordonnances sur les partis politiques, liberticides, rétroactifs. Ordonnances sur les associations, liberticides, et limitant les moyens d'action. Ordonnance sur les médias. Vous maîtrisez mieux avec les difficultés que ça cause de façon additionnelle. Ordonnance même sur le statut de l'opposition, où on dit à tous ceux qui sont de l'opposition, c'est de faire allégeance à une personne qui sera, entre guillemets, le chef de file de l'opposition, indépendamment de la crédibilité des personnes, indépendamment de la vision, indépendamment de l'idéologie. Et on leur demande donc de se retrouver tous ensemble et d'aller donc avoir un seul représentant, par exemple. Tout ça, ça fait partie des choses que nous devons collectivement changer. Si nous ne changeons pas cela, et puis sans compter avec le fait que la Constitution dépossède purement et simplement les futurs députés du pouvoir. Parce que le président de la République peut légiférer par ordonnance sur tout et pendant tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Dans d'autres pays, on donne peut-être 3 mois au président pour légiférer sur un aspect donné, sur des aspects précis. Et ces ordonnances, généralement, c'est pour libérer l'économie. C'est pour créer de l'énergie. C'est pour libérer le secteur de l'emploi et tout, mais ce n'est pas pour freiner les autres. Et aujourd'hui, tout ce sur quoi nous avons légiféré, les ordonnances qui ont été prises, vous avez vu une ordonnance pour la diversification économique? Avez-vous vu une ordonnance pour transformer notre secteur de l'énergie? Avez-vous vu une ordonnance pour créer des emplois pour les jeunes qui sont dans un chômage de masse? Avez-vous vu une ordonnance pour faire de l'éducation la première des priorités comme nous le demandons? Avez-vous vu une ordonnance qui fasse en sorte que nous transformions notre diplomatie pour qu'elle soit plus représentative de l'ensemble des Tchadiens? Bref. Toutes ces choses qui sont des énergies additionnelles, nous ne les avons pas. Toutes les ordonnances, nous les avons utilisées plutôt sur les questions de liberté. Donc, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle les préalables indispensables à résoudre avant une élection qui se veut une élection crédible et saine. Si nous ne faisons pas cela, alors nous serions donc en train peut-être d'aller simplement aux élections pour cocher une case. Et ça, ce sera dommage. Alors, parce que nous en sortirons... En un mot, techniquement, est-ce possible d'organiser ces élections, oui ou non? En un mot. Techniquement, ça dépend de comment on veut les organiser. Si on veut tout bâcler, vous savez, ce qui a été appelé le dialogue inclusif, c'est bien cela le nom. Quelle efficacité? Mars, avril, on a non seulement réuni les gens, organisé le dialogue, et fin avril, on a une nouvelle constitution. Vous vous rendez compte de l'efficacité? Avec laquelle, la célérité, j'allais dire, pas l'efficacité, mais la célérité avec laquelle on a fait. Je me suis dit, mais si on avait eu la même célérité pour résoudre les problèmes d'accès à l'électricité, si on avait eu la même célérité pour résoudre les problèmes d'accès à l'éducation, si on avait eu la même célérité pour enlever les goulots d'étranglement qui empêchent aux entreprises dans notre pays de se développer, aux investisseurs internationaux de venir investir dans notre pays et faire grandir le gâteau tchadien collectif, eh bien nous serions tellement loin. Donc vous voyez que dans ce pays, pour faire un certain nombre de choses, on est très rapide, très efficace. Mais pour quel résultat? Pour construire un mauvais projet. C'est ça que la Constitution, la 4e République, c'est un mauvais projet pour le Tchad. Je le dis en toute humilité, en toute bienveillance. Et je suis prêt à débattre avec ceux qui en sont les géniteurs pour leur dire, et nous serons nombreux à pouvoir leur dire que c'est un mauvais projet de société pour notre pays. Pour faire ça, en 3-4 semaines, nous sommes partis de rien à une nouvelle Constitution et une nouvelle République. Mais pourquoi donc on ne ferait pas d'autres choses avec la même célérité? Donc, si nous voulons bâcler, parce que cela a été bâclé, ça a été fait avec célérité, mais ça a été bâclé, parce que sur le fond, eh bien, on a amené des choses qui sont plus de problèmes que de solutions pour notre pays. Donc, je pense que l'organisation de ces élections, si on veut les bâcler, on peut tout faire, toujours, de façon bâclée. Mais si on veut prendre le temps de faire bien les choses, on a attendu, évidemment, comment vous dire, presque 4 ans maintenant, plus de 3 ans et demi qu'on a attendu.
quelques mois de plus pour revenir en arrière et changer les choses. La Constitution étant en premier lieu, la libération de l'espace démocratique, la réécriture, sinon la suppression de certaines ordonnances, la capacité à clairement mettre sur pied une CENI qui doit être indépendante. J'apprends d'ailleurs qu'on soumet l'essentiel des gens au serment confessionnel, sauf ceux qui vont déclarer les élections, les résultats des élections. La CENI, on ne lui donne pas, en tout cas, l'obligation de cela, parce que la CENI, donc, du coup, pourrait peut-être... Donc, vous voyez, autant de choses que nous devons concrètement changer. Si nous voulons vraiment créer les conditions d'un nouveau départ pour le Tchad. Parce que si nous ne faisons pas cela, alors ça voudrait dire que nous sommes en train de faire du formalisme, comme un rituel. Un rituel sans le fond. Un rituel qui va faire sortir des députés. Si c'est pour venir rester à l'Assemblée nationale, attendre 3 mois pour avoir 2 minutes de prise de parole à la télévision nationale, qui sera d'ailleurs censurée au passage, parce que si vous dites quelque chose qui ne va dans le bon sens, eh bien, ça n'amènera rien. Vous pouvez être 10, 20, si c'est dans cette ambiance-là, avec un Parlement qui n'est pas du tout indépendant, un Parlement qui ne se donne pas les moyens, évidemment, d'exercer, un Parlement qui est dépossédé du pouvoir dans la Constitution. À quoi servira-t-il? Je pose ces questions. Et j'attends aussi que ceux qui ont dessiné, en tout cas, le visage de cette 4e République puissent nous dire, les Tchadiens sont en droit de savoir en quoi le nouveau Parlement sera, en tout cas, plus outillé que l'actuel. Et surtout que ce nouveau Parlement qui va être mis sur pied, probablement c'est pour encore 10 ans. Parce que comme nous sommes habitués aussi dans le pays, en tout cas, à avoir un Parlement qui dure plus que le mandat et tout. Donc ça...